Bonjour à tous, nous sommes avec Éric Démon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Éric Démon, agrégé de droit public, professeur à l'université Paris 13. Vous enseignez le droit constitutionnel et la théorie de l'État. Vous publiez ce roman, un polar social édité chez Perspectives Libres, jaune comme les gilets jaunes. Un roman sur le déclassement de cette France périphérique, décrite par Christophe Guilluy, où les Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts et dont on ne sort plus. Ce déclassement par la désindustrialisation, la mort des services publics, la destruction de la paysannerie, selon vous, est-ce le fait du hasard ? Alors non, ce n'est pas le fait de hasard, c'est tout simplement le produit d'un système global, un système économique d'abord, qui est un système de prédation qu'on pourrait qualifier de système néo-capitaliste, si on veut, mais c'est un système dans lequel les gros mangent les plus petits. On le voit, je donne l'exemple d'un agriculteur qui évidemment connaît un sort assez funeste dans l'ouvrage, mais tout simplement les petites exploitations agricoles font l'objet d'un système de prédation beaucoup plus vaste au profit d'entreprises qui pratiquent l'agriculture industrialisée, et ça a pour conséquence évidemment eh bien le fait de rejeté à la fois dans le désespoir et puis dans les difficultés financières incroyables, jusqu'à la mort. Les exploitants agricoles, les petits exploitants agricoles, jusqu'à la mort. On sait qu'il y a un taux de suicide absolument phénoménal chez les agriculteurs, notamment chez les éleveurs. Et donc tout ça participe effectivement du même système que celui des désindustrialisations, notamment dans la France dite périphérique, pour reprendre la formule de Guilluy, où le maigre tissu de petites entreprises tend à disparaître. Véronique et Patrick, ce sont les héros de votre roman. Ils se sont rencontrés sur un rond-point lors de l'épisode des Gilets jaunes. Ces Français voient les partis politiques, les syndicats comme des parasites, dites-vous, jouant pour leurs propres intérêts. Comment s'est opérée cette fracture entre les citoyens, les Français et les corps intermédiaires ? Alors là encore, je pense qu'il y a des années de désillusion. Vous me rappelez que je parle de parasitisme. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais je crois que je le mets dans la bouche de Patrick et Véronique. De Patrick et Véronique, enfin de Véronique en l'occurrence. Mais tout simplement parce que le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement très spontané, qui a pris de court les acteurs politiques traditionnels et singulièrement les syndicats, mais également les partis politiques, puisqu'on a vu au tout début de l'insurrection des Gilets jaunes, les partis politiques être complètement absents, dépassés, absents, les syndicats également, et d'ailleurs on avait un mouvement qui se voulait spontané et d'ailleurs qui n'était guère structuré, hein. On avait quelques têtes d'affiche, mais enfin, il n'y avait pas de structure ou d'organisation. Et les partis politiques ou les syndicats ont très difficilement réussi à entrer dans le mouvement et à s'en servir, tout simplement parce que je crois qu'il y a une défiance, qui est une défiance généralisée vis-à-vis de la politique en général, mais qui affecte bien évidemment tant les partis politiques que les organisations professionnelles, bien entendu. Vous évoquez aussi ces experts de plateau qui, comme le président Macron, accusent les Français de ne pas savoir traverser la route pour trouver un boulot. Cette arrogance de classe, on en est où avec ça ? Vous en pensez quoi ? Alors là, j'évoque évidemment les médias, ce qu'on appellerait en bon français les médias mainstream, les chaînes d'infos en continu. Il suffit de voir comment elles fonctionnent lors des crises. On pourrait regarder la manière dont ça fonctionnait à propos de la crise sanitaire, la crise du Covid. La manière dont ils conditionnent les gens. C'est-à-dire la manière dont ils conditionnent les gens. Il s'est passé la même chose avec l'insurrection des Gilets jaunes, et on pourrait dire encore la même chose aujourd'hui avec l'Ukraine, mais au moment de l'affaire des Gilets jaunes, puisque cet ouvrage on se situe dans la suite de l'insurrection des Gilets jaunes, les médias étaient évidemment très défavorables à ce mouvement et
était d'une manière générale assez méprisant. Et stigmatisant, c'est-à-dire qu'au premier moment du mouvement, on a eu tout de suite des accusations d'antisémitisme, du mépris de classe. Le bas peuple. Voilà. Donc ce bloc populaire a fait l'objet de la part des médias, je le répète, singulièrement des chaînes en continu, enfin des grands médias, médias publics également, a été décrit comme étant un mouvement de gueux, pour dire les choses un peu rapidement, qui était erratique, qui n'était pas, pour reprendre la formule qui était celle du président Macron, dans le cercle de la raison, n'est-ce pas, qui était en dehors du cercle de la raison. Alors quand on est en dehors du cercle de la raison, c'est qu'au mieux on est déraisonnable et au pire on est fou, et donc dangereux. En fait, il s'agissait de l'apparition, de la réapparition de ce qu'on appelait naguère les classes dangereuses. Voilà, les Gilets jaunes ont été et sont les classes dangereuses pour le bloc élitaire. Je reprends à dessein les catégories popularisées par Christophe Guilluy. Ces classes populaires donc sont considérées comme dangereuses par l'élite, qui est très bien incarnée dans notre monde surmédiatisé par les médias mainstream. Alors il y a aussi les écolos qui en prennent pour leur grade. Dans votre roman, Éric Démon, Véronique n'hésite pas à les traiter de connards parce qu'ils ont interdit l'installation de chaudières au fioul. Comment les Verts sont-ils aujourd'hui perçus hors des grandes agglomérations dont ils ont pris le contrôle pour certains endroits, à Grenoble, Bordeaux, etc. Alors, c'est difficile à dire. Sandrine Rousseau aussi avait reçu un accueil mitigé. Oui, mais c'est difficile à dire parce que il n'y a pas du tout d'absence de conscience écologique dans les zones rurales. Ils sont en première ligne. Oui, ce sont des zones agricoles pour qui donc la question écologique est une vraie question. Simplement, il suffit de regarder les résultats des élections. Les écologistes font toujours des scores extrêmement bas. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, je crois que j'emploie un moment la formule connue d'écologie punitive, tout simplement parce que l'écologie des écologistes, elle conduit à des aberrations. Souvenons-nous que le départ du mouvement des Gilets jaunes était une taxe sur le diesel. Sur le diesel, pardon. Alors à la campagne, c'est très utilisé. Une apologie de la voiture électrique et une critique de la pollution des véhicules anciens. On voit réapparaître ça en ce moment. Or, à la campagne, avoir un véhicule, c'est absolument vital. Ça fait partie du budget. C'est un gros budget d'ailleurs. Et puis après, il y a tout le reste. Je parle à un moment de la question des éoliennes. Le tout électrique a donné lieu à un énorme marché qui est le marché de l'éolien. Car c'est tout sauf un marché qui a le souci de l'écologie, il faut dire les choses. Qui n'est même pas entre la main des Français, des éoliennes chinoises, des installateurs en Chine, allemands. Promoteurs allemands. Je pourrais en parler beaucoup. Je suis vice-président d'une association non, elle n'est pas anti-éolienne, elle est de préservation de l'environnement. Avec des belles galettes en béton armé à la base de chacune. On s'occupe de dossiers sur l'éolien. Donc c'est pas vrai. L'éolien n'est pas quelque chose de non polluant, c'est même très polluant. Ça dévaste les paysages. Et les gens qui vivent dans ces zones rurales, finalement, on en a un peu assez d'être en quelque sorte les dindons de la farce. C'est chez eux qu'on va implanter des champs d'éoliennes. Mais c'est pas dans le 16e. Voilà, qui pourrissent le paysage, qui emportent des nuisances et qui n'ont pour bénéfice que celui des propriétaires qui louent leurs parcelles de terre et puis des collectivités territoriales qui tirent grand bénéfice de ces installations. Donc la perception de l'écologie, si vous me dites perception de l'écologie telle qu'elle est représentée par le parti ou par les partis écologiques, c'est une perception qui n'est pas bonne. Mais dire qu'il y aura une absence de conscience écologique n'est pas vrai. Voilà. Il y a une conscience claire des enjeux écologiques, mais certainement pas de ceux qui sont la priorité, notamment des partis politiques qui représentent le courant écologique.
Ouais. On a assisté ces derniers temps avec Ursula von der Leyen à la signature de ce traité du Mercosur. On voit la colère aujourd'hui des agriculteurs qui se lamentent de voir des Français bouffer des hamburgers et du poulet brésilien. Est-ce que vous pensez que, en leur âme et conscience, les Français sont prêts à renoncer à leur agriculture 100% française ? Parce que c'est ce vers quoi on va. Je pense que si on demandait, je me fais devin et donc c'est jamais très bon de se présenter comme tel. Si on demandait aux Français, tout le monde vous dirait non. On veut conserver une agriculture française, on veut manger sain, on veut manger bio, on veut privilégier les circuits courts, etc. Alors cela dit, dans les zones rurales, il y a des petites entreprises de circuits courts avec des petits producteurs mais le problème, c'est que c'est cher hein, et qu'il y a effectivement toute une catégorie de la population frappée par le chômage, notamment, ou le sous-emploi, qui n'a pas accès à ça. Alors, oui, les gens seraient attachés à une production qui soit française, qui soit locale, mais j'ai bien peur que beaucoup d'entre eux n'aient pas accès à cette production. Là encore, c'est un peu une injonction des écologistes des métropoles. Puis on a même une américanisation au niveau des repas pour les Français. On ne veut pas forcément que les gens restent trop longtemps à table. J'entendais une fois quelqu'un dire, voilà, en fait, c'est ce moment où les Français se parlent entre eux, où ils échangent leurs idées, où ils peuvent... Et en fait, on ne veut surtout pas qu'ils échangent leurs idées, les Français. On ne veut surtout pas qu'ils se parlent et qu'ils aient des moments entre eux. Oui, alors ça participe là encore peut-être d'une volonté effectivement de faire taire le débat, d'isoler d'éventuelles sources de contestation, bien sûr. L'immigration illégale, le trafic d'êtres humains, vous traitez aussi cette thématique dans votre ouvrage. Vous dites, ces activités sont pourvoyeuses d'emplois. Qui profite de la manne alors ? Alors, bon, j'évoque ça de façon... C'est une thématique parmi d'autres. Voilà, oui. Anecdotique, puisqu'il y a dans l'ouvrage un avocat qui, effectivement, s'occupe de dossiers pour des mineurs isolés. Et effectivement, dans les campagnes, depuis une date assez récente, il y a eu dans des cantons, dans des petites villes, il y a eu l'implantation de mineurs isolés sur injonction de la préfecture et donc du gouvernement, j'imagine. Alors, qu'en dire, est-ce que c'est un système, là encore, économique ? Oui, je pense, la preuve. C'est-à-dire que... Des associations reçoivent des subsides de l'État pour aider des clandestins qui ont violé la frontière. C'est-à-dire que c'est à la fois une activité économique qui a un volet licite et un volet illicite. C'est-à-dire le volet illicite, c'est le trafic d'êtres humains, des gens qui font passer des migrants sur la Méditerranée, et puis sur place, eh bien, ça profite à effectivement des associations, mais aussi, comme c'est le cas dans mon livre, dans mon roman, aux avocats qui vont effectivement avoir... au titre de l'aide juridictionnelle, pourquoi pas, ou travaillant pour des associations, vont se faire des compléments de revenus en traitant de ces questions. Et donc voilà, c'était pour montrer qu'il y avait un système global, en fait, qui est un système marchand. C'est tout à fait intéressant, parce que cette question de l'immigration, de la gestion des flux migratoires, est rentrée dans le monde de l'économie. Voilà. On pourrait dire la même chose évidemment de la drogue et des trafics de drogue. Tout ça fait partie d'un système économique que, pour ma part, je qualifie de néolibéral. Cette pression économique permanente contre laquelle les Français doivent lutter par leur travail, c'est un système de prédation, vous nous disiez aujourd'hui. Jusqu'où peut-il continuer ? Est-ce qu'il peut y avoir une rupture un jour, comme avaient tenté de le faire les Gilets jaunes ? Alors, c'est la question qui traverse tout le roman. Hein.
Jusqu'où peut-on aller? On peut aller très loin, en vérité. On peut creuser, oui. On pourrait dire que là-dessus, Étienne de la Boétie a tout dit dans la servitude volontaire. C'est-à-dire tant que les gens consentent, et d'ailleurs tout repose sur le fait que les gens consentent à leur sort. Oui, c'est parce que vous consentez que ça va continuer. Alors, bien entendu, c'est-à-dire, et on peut dire que le mouvement des Gilets jaunes est une tentative de rupture, de refus de consentir à un système, à ce système qui est un système d'appauvrissement généralisé. Après, sur cette insurrection des Gilets jaunes, il faudrait lire là-dessus les sociologues qui sont un peu penchés sur la question. Moi, je qualifie ça de jacquerie moderne, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans une perspective révolutionnaire. Les Gilets jaunes n'ont pas réussi à renverser la table, de la même manière que les agriculteurs non plus. On l'a bien vu. Les agriculteurs manifestant avec leurs tracteurs se sont fait arrêter aux portes de Paris. Et puis je peux imaginer qu'ils ont eu quelques coups de fil de leur assureur leur disant « Écoutez, si vous utilisez le tracteur pour faire autre chose que faire de la culture, ce sera à vos dépens. » Et donc le mouvement des Gilets jaunes, par le simple fait qu'il ne soit pas structuré, qu'il ne soit pas pris en main par des partis politiques, par des syndicats, des coordinations, que sais-je, est presque fatalement voué à l'échec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Pour celui que ça effraierait, il n'y a pas d'avenir révolutionnaire chez les Gilets jaunes. Tout simplement parce que pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait une avant-garde. Lénine a là-dessus tout dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution sans une aristocratie révolutionnaire qui organise tout cela et qui fixe des buts et des méthodes. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte. On est dans un contexte, oui, qui peut rappeler celui des jacqueries d'antan. Et donc, le soufflet retombe et reste ensuite... Parce que les Français n'ont pas cet esprit révolutionnaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, je pense que effectivement, cette fibre... La domestication, une fois qu'on a domestiqué les gens, est-ce qu'ils peuvent revenir à leur état de conscience primitif? Je pense que la fibre révolutionnaire, effectivement, est sérieusement endommagée. Alors là, on peut multiplier les explications, mais simplement... la porte de sortie ou l'expression de ce ras-le-bol, il est plutôt électoral. On sait que dans les zones rurales, par exemple, le Rassemblement national, qui incarne le parti, principal parti d'opposition ou de contestation, fait dans ces zones ses plus hauts scores. Donc on se reporte, mais on se reporte sans grande conviction. Il a fait aussi d'ailleurs des scores pas mal dans les Outre-mer. On l'a vu à l'élection présidentielle. Parce que les problèmes sont les mêmes. Le fameux parti raciste, il a été premier dans les urnes avec des populations noires. Bien sûr, parce que les Français noirs. Les problèmes qui se posent aux Antilles notamment sont des problèmes de sous-équipement, de corruption parfois de la classe politique locale et de dysfonctionnement des services publics. C'est-à-dire qu'il y a des parallèles. Les déserts qu'on dit médicaux, mais qui ne sont pas simplement médicaux dans les zones rurales, on les a en Outre-mer de la même manière. Et je pense que c'est d'abord contre ça que les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes s'est dressé. Et au bout du compte, je crois, pour parler, parce que moi, avec les gens, moi j'habite pas à Paris, je n'habite plus à Paris, j'habite dans une zone rurale, dans un petit village de 300 habitants, en marge d'un village de 300 habitants. En fait, ce qui nourrit le plus d'hostilité, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a voulu dire que le vote RN était un vote raciste, identitaire, etc. Mais quand on parle avec les électeurs, c'est pas la question. La question, c'est le mondialisme ou le localisme. Voilà, c'est ça. Et en ligne de mire, c'est véritablement l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que on ne comprend pas comment elle fonctionne. On a l'impression d'un pouvoir qui est très éloigné, d'un pouvoir bureaucratique et d'un pouvoir qui impose des décisions sur lesquelles les électeurs n'ont aucune prise. Alors cette Véronique, elle déplore les milliards que la France envoie
en Ukraine. Et elle regrette de ne pas avoir, dites-vous, buté 2-3 connards pour l'exemple lors de la manifestation des Gilets jaunes. Vous ne voyez pas, vous, justement, de Français qui seraient capables de buter 2-3 connards pour l'exemple? Mais non. C'est pour ça que je lui fais dire cela. Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est une forme de nostalgie révolutionnaire pour le coup. Nous sommes le 21 janvier. C'est romantique. Voilà, c'est romantique. C'est-à-dire, et c'est pour ça que dans le roman sur cette question de l'action violente, je la fais reposer sur des personnes qui n'ont en fait pas de conscience politique. Ouais. Le meurtre au suicide, est-ce que c'est au fond la seule alternative qu'auront les couches de la population les plus précaires? Ou alors c'est comme vous le dites, les urnes? Alors, il y a les urnes, je pense que... Véronique s'en prend aux syndicalistes qui leur disent « Mais non, vous n'allez quand même pas voter pour ce connard du Front National ». Et puis elle lui répond « Mais non, mais nous, on a des problèmes. Toi, t'as pas nos problèmes. Toi, t'es dans une autre, t'es dans ta caste. » Oui, alors il y a effectivement cet espoir, mais qui est un espoir que je décris comme étant un espoir modéré dans la classe politique, quelle qu'elle soit. Ça, c'est une chose. Sur l'autre aspect de votre question, qui me semble tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, le désespoir ou la mort, c'est un sentiment qu'on ressent beaucoup. C'est-à-dire, en tout cas, une sorte de fatalisme. On baisse un peu les bras. Ouais, les gens n'ont plus goût à rien. Voilà, on accepte sa condition. Ils bossent et ils baissent la tête. On accepte sa condition. Ouais. En se disant, ben voilà, on est les perdants dans l'histoire. Et la seule chose qui est un trait d'optimisme dans ce monde assez sombre, j'en fais mention également dans le roman, c'est que dans ces campagnes, dans ces zones reculées, dans cette France périphérique, naissent des réseaux de solidarité extrêmement forts, des réseaux de voisinage. On pense tout de suite à la Common Decency d'Orwell, hein, la décence commune, l'idée que quand on est confronté aux mêmes difficultés, eh bien, très naturellement, on est porté à céder. Et j'en suis le témoin. J'en ai été le témoin. Les gens se disent, ben voilà, tout ce qui se passe au-dessus, tout ce qu'on nous raconte à la télévision, tout ce qui on va s'en désintéresser, on va recréer une communauté, on va faire sécession. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une sécession locale par quartier. On va vivre sans eux. Absolument. Ouais. Absolument. C'est-à-dire que le système est parvenu finalement à ses fins, c'est-à-dire à convaincre les gens de ne s'occuper que d'eux-mêmes et de ne plus regarder au-delà de leurs problèmes matériels immédiats. Voilà. Donc c'est une forme de dépolitisation en vérité, hein, dont on peut dire qu'elle est... je ne sais pas si elle est voulue, calculée, mais en tout cas c'est un fait. Alors il y a... Excusez-moi, pour terminer notre entretien, un vieux châtelain dans la commune de Patrick et Véronique, cet anard de droite désargenté qui va peut-être offrir un autre éclairage que celui qu'on vient d'aborder ensemble, celui de dire au final que l'ennemi des Français est satanique. Alors qu'est-ce qu'il entend par là? Alors, bon... D'abord, ce personnage apparaît et vous avez remarqué que, en fait, j'ai voulu montrer que cette population de ces zones rurales périphériques, en fait, était sociologiquement parfois très hétérogène. Mais comme tout le monde est confronté au même problème, eh bien, il y a une sorte de bonne entente. Alors, ce personnage dit que le système est satanique parce qu'il est catholique, il est très nourri d'auteurs comme Bernanos ou Léon Bloy, etc. Que des infréquentables. Voilà. Donc il dit que c'est satanique, tout simplement parce qu'il voit dans le triomphe du monde capitaliste le triomphe de la matière. Sur l'esprit, tout simplement. Et ce serait, au fond, la définition que pourrait donner, qu'un théologien m'accorderait, je ne suis pas théologien, sur la définition du satanisme, le triomphe de la matière sur l'esprit, bien entendu. Oui.
Jaune, un polar social qui sent bon la terre, qui sent aussi la clope et le diesel. Il sent. Et qui n'est pas avare en rebondissement. Vous pourrez le retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, Éric Desmonts. Je vous remercie.